bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver. Ils sont chauds comme la braise, ce sont nos chroniqueurs du soir. Bonsoir Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, alors ce 4-1 contre Barcelone, c'était comment ? C'était jouissif, il n'y a pas d'autre mot, c'était une super soirée, une soirée européenne comme on les aime. Donc on a passé un très bon moment. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir à tous. Avocat en droit social, Benjamin, ce 2-0 contre Monaco, c'était comment ? C'était moins jouissif. C'était beaucoup moins jouissif. Tu n'étais pas avec Alex ? Non, mais c'était moins jouissif quand même. C'est peut-être la raison. Et puis je suis très heureux d'accueillir ce soir à la table de Classico un homme qui a accompagné l'histoire de l'équipe de France de football depuis 1983 comme chef de presse des Bleus. Philippe Tournon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre appel. C'est un honneur de vous recevoir dans Classico ce soir. Vous venez de faire paraître La vie en bleu, paru chez Albin Michel. Je le montre à la caméra devant moi. On en parlera plus longuement en deuxième partie, mais je vous le dis dès à présent, c'est un livre absolument passionnant, un régal pour les amateurs de football et d'histoire du football. Vous pouvez nous écouter ce soir sur radioj.fr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. Classico épisode 20, c'est parti et ça démarre avec un coach allemand heureux au Parc des Princes et ce n'est pas Thomas Tuchel. Deux jours de repos pour les Monégasques. Niko Kovac qui félicite ses joueurs après la magnifique victoire de Monaco hier sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Pas de Victor Ikpeba ou de Morientes chez les Rouges et Blancs. J'avais envie de parler de ces joueurs. Oui. Mais une équipe de jeunes disciplinés et bourrés de talent. Victoire 2-0 net et sans bavure pour les Monégasques face à un petit Paris Saint-Germain. Messieurs, avant de parler du PSG, estimez-vous que Monaco est un outsider crédible pour le titre en fin de saison ? Benjamin ? Ouais. Depuis hier, je dis oui, parce que la dernière fois que je les avais vus jouer, il y avait un match qui m'avait marqué, c'était contre Lyon. Défaite 4-1. Voilà, il y a un petit moment où ils jouaient très très haut, c'était des boulevards dans les couloirs, et là on a vu que Kovac a réussi à équilibrer l'équipe avec sa défense à 4 ou même à 5 pour fermer les côtés, donc c'était vraiment très intéressant, et donc ils ont trouvé cet équilibre entre l'attaque où ils sont très bons, même si hier ils étaient dans un registre différent, mais en tout cas ils ont maintenant cette stabilité défensive. Donc je crois que ça va être un vrai candidat. Ouais. Alex ? Non, pour moi non, mais après, moi je me suis embêté devant le match hier soir, vraiment. Ouais, parce qu'en fait c'est une stratégie, il faut savoir faire des choix, et ce qu'a très bien fait l'entraîneur de Monaco. Mais ils ont posé le quart derrière. Et... Non. Ça commence mal, t'as tout le monde. Mais attendez, n'importe quoi. Laissez-moi terminer. Ils finissent à 11 derrière. C'est pas ça poser le quart. Pour moi c'est un peu ça. Non. Ils finissent à 11 derrière, à jouer 11 derrière et à défendre, et sur deux occasions, parce qu'ils ont deux occasions. Enfin non, il y a trois occasions. Il y a la tête de Volante qui est très belle. Sur 3 occasions, ils en mettent 2. Paris a combien d'occasions hier soir ? 0. Attends, mais Paris, je dis pas qu'ils ont été bons hier soir. Hein. Ils méritent pas de gagner. Monaco est largement meilleur. En tout cas, beaucoup sur la plus prestation concerné. défensive, par exemple, de Monaco, avant de parler de l'attaque, mais oui, c'est quand même vraiment du haut niveau. Il y avait de l'engagement. Ils rentraient vraiment dans les joueurs parce qu'il y avait des joueurs qui étaient pas parisiens qui étaient pas dedans. Et franchement, on peut parler de Neymar parce qu'on peut commencer par ça. On va parler du PSG, de Neymar et de Mbappé tout à l'heure. Je pense qu'il manque des joueurs aussi au Paris Saint-Germain qui soient plus engagés et plus dedans. Alors restons sur Monaco. Philippe Tournon, vous avez vu le match certainement. Qu'est-ce que vous avez pensé Non, ça m'amuse parce que vos deux chroniqueurs tombent dans le travers de tous les chroniqueurs c'est lui, un ancien journaliste de l'équipe. Il commence par nous refaire le match. On s'en fout de savoir ce qui aurait pu se passer, s'ils ont mis le quart derrière ou pas. Comme disait Aimé Jacquet, un match, on l'aborde avec la considération de ses propres forces et l'estimation des points forts de l'adversaire. Et on s'organise en conséquence. Et Kovac a mis au point un système fabuleux. Ouais. Bon, après, c'est vrai, ils ont mis le quart, comme tu dis, derrière les derniers quarts d'heure. Mais la manière d'évoluer de Monaco a été efficace, assez plaisante pendant plus d'une heure. Donc moi, je dis, c'est très bien joué. On va avoir une fin de championnat passionnante, ce qu'on n'avait pas connu, un match à 3 ou à 4 là, pendant plusieurs semaines. C'est formidable. Il y a deux choses qui m'ont impressionné dans le jeu monégasque. Il y a déjà la force du milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain qui est vraiment impressionnant. Fofana, Tchouaméni, le petit Diop qui est excellent. Vraiment, il a son 6e but qui a été lancé par Thierry Henry, il faut le souligner, parce qu'il a été tellement critiqué à Monaco. Et ensuite, les latéraux. Les latéraux, ils font un travail exceptionnel. Caio Henrique et Aguilar à droite, c'est vraiment super intéressant. Une passe décisive magnifique sur le premier but. Donc du coup, ils redescendent à 3
centraux derrière quand ils ont la possession pour pouvoir faire monter les latéraux, et ça crée des décalages, et vraiment Paris a été vraiment à la peine pour défendre là-dessus. Ouais, et on sous-estime Ben Yedder aussi, qui a fait un travail qui fait un travail formidable hier, qui court de tous les côtés, vraiment ce joueur. Et alors il marque pas, et on dit ouais mais il marque pas ce soir. Ouais, mais je peux te dire qu'il a fait un boulot hier. En sachant aussi que ce schéma qui a été si magnifiquement appliqué avec un résultat formidable contre le PSG, la semaine prochaine, ça ne marchera pas. Et on dira, mais Kovac, qu'est-ce qu'il fout? Donc, chaque match a sa vérité. Il faut arrêter de savoir si c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf. C'est un équilibre qui s'instaure au coup d'envoi. On jauge l'adversaire, on l'observe, on essaye de trouver ses points faibles. Et chaque match a sa vérité. Donc, disserter à perte de vue avec Neymar, qu'est-ce que ça aurait pu être? Et avait... Tu vois, on n'a même pas commencé depuis 2 minutes que ça y est. Ça vient de la part de Philippe, donc je ne le prends pas du tout. J'aurais pu dire alors avant le match, prenez le football comme il est. Voilà. Pour toi, ça. Monaco avait la 14e défense du championnat avant ce match. 1,83 buts encaissés par match avant ce PSG Monaco. C'était clairement le point faible de cette équipe. Kovac a fait le choix hier d'aligner 3 défenseurs dans l'axe, avec 2 défenseurs très centraux, très rapides, notamment Disasi, on va écouter tout à l'heure, dans quelques instants, Kovac qui explique justement que c'était la meilleure stratégie pour lui pour bloquer Mbappé avant même qu'il touche le ballon. C'est ça qui était beau d'ailleurs, c'est que tu voyais vraiment quand Mbappé touchait le ballon, il giclait. Non mais ils étaient 3 autour de lui. Il avait aucune liberté de manœuvre. Mais c'est incroyable. La grande différence du match de Barcelone d'ailleurs, c'est que tu avais 3 mecs qui étaient sur lui tout le temps et qui le bloquaient. Donc c'est aussi là où c'est très fort, c'est que Monaco physiquement hier a fait un travail remarquable, faut l'avouer. C'est comme en Coupe du Monde, le France-Argentine, quand les dispositions avaient été prises par Didier Deschamps pour couper la relation avec Lionel Messi. Voilà, donc dimanche prochain, ce sera autre chose, et peut-être que Kovac va se planter royalement, et vous serez là à dire, mais qu'est-ce qu'il y veut lui passer surtout, Alex, moi je dirais pas ça, c'est lui. Mais là où on en parlera après, c'est vrai, mais ce que tu dis sur Monaco, c'est tout à fait juste, et du coup, Icardi était fantomatique, parce que il était impossible à trouver. Je crois qu'il a touché 17 ballons. Mais le reproche qu'on pourra faire au Paris Saint-Germain, et on le fera après, c'est que du coup, on n'avait pas un milieu de terrain technique. Alors on va en reparler, on va rester sur Monaco, parce qu'on parle souvent longuement du PSG, pas assez de Monaco. Mais pour rappeler ce que tu dis, cette défense, elle a jamais été finalement mise à mal, parce qu'elle pouvait sortir sur Mbappé sans que tu aies un joueur avant qui ait pu essayer de trouver une passe en profondeur, voire même éliminer et dribbler. Monaco aujourd'hui, c'est la 11e défense du championnat, donc avec 37 buts encaissés, 3e attaque du championnat avec Lyon. Est-ce que si la défense devient un peu meilleure maintenant, est-ce que clairement c'est un candidat sérieux au titre à côté de Lille, de Lyon ou de Paris? Moi je dis oui, parce que aussi tu as un banc. Tu vois hier qui rentre, t'as Sidibé qui rentre, qui est un super défenseur, t'as Jovetic qui est rentré, sur le banc t'en as d'autres qui me viennent pas, mais le banc est très, t'as Fabregas qui est sur le banc aussi, t'as Golovin, donc Sarr de Monaco. Non mais après un match comme ça avec le banc qu'ils ont, on ne peut pas exclure Monaco de la course au titre. Il y a 4 équipes qui mènent un train d'enfer actuellement, et ça va être passionnant de voir comment les choses vont s'articuler maintenant. Benjamin, je sais que tu es particulièrement sensible aux prestations des gardiens. Est-ce que c'était un peu le point faible, les gardiens Benjamin Lecomte? Pas hier soir, de manière générale, Benjamin Lecomte qui n'était pas forcément le meilleur rempart de la saison. On peut pas dire que c'est le point faible, c'est un super gardien. Il était juste moins bien. Il a eu une fracture de la main. Pas décisif. Voilà, c'est ça. Il n'était pas décisif. Il a eu une fracture de la main. Il a été remplacé par Mannone qui n'a pas non plus été décisif. Donc c'est pas que c'était le point faible, c'est qu'il était dans une phase où il n'était pas décisif. Et le coach l'a très bien dit, que ce soit l'un des deux, il n'arrête pas les buts. Chaque frappe dangereuse est un but, un expected goals. Donc bien sûr que évidemment il faut que le compte revienne à son meilleur niveau. Bon, hier il n'a pas été mis beaucoup en difficulté. Mais... Comment vous expliquez la prestation des Parisiens hier soir? Est-ce que une forme de décompression qui s'est jouée? Est-ce que c'est le coup de la panne? Non, j'ai peur de dire ce que je pense, donc on va me dire que voilà. Non, mais les lendemains de Coupe d'Europe sont toujours difficiles. C'est vrai. En plus, et puis bon, ils n'ont pas fait trop tourner, ils n'ont pas eu la possibilité de le faire aussi. Il y a quand même des blessés, notamment en attaque. On va en parler, mais on a beaucoup reproché à Pochettino hier soir de ne pas avoir mis en titulaire Verratti. Est-ce que typiquement... Mais Verratti, c'est un joueur exceptionnel, donc forcément, quand tu le mets pas et que tu perds, on va te dire c'est à cause de ça. Mais parler dans ton sens, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire un peu reposer les joueurs après un match comme Barcelone, compte tenu des échéances à venir? Pour le coup, franchement, moi quand j'ai vu que Verratti n'était pas sur le terrain hier, je me suis demandé pourquoi. Mais après, j'ai pas tous les éléments en ma possession. Attends, il revient, il a eu la Covid il y a pas longtemps, il a été blessé à Marseille, donc peut-être qu'il fallait qu'il souffle. Que Verratti soit pas là parce que tu dois le faire souffler, c'est ce qu'a dit Pochettino, à la limite, et c'est normal, ça arrive dans un club comme le Paris Saint-Germain avec la profondeur de banc qu'on a, c'est normal. En revanche, là où tu t'interroges, c'est quand tu remplaces Verratti, en tout cas numériquement, par Herrera.
c'est sûr que ça n'a rien à voir en termes de jeu. Alors que sur le banc, tu as par exemple Rafinha. Herrera, il fait une bonne rentrée à Barcelone mardi soir. Franchement, il est physique. Ça n'a rien à voir entre rentrer à Barcelone quand tu mènes 2-0 et être à la place de Verratti au début du match. Ça n'a rien à voir. C'est pas Herrera qui va construire le jeu et on l'a bien vu hier. Il fait une bonne passe au début du match, il fait une bonne passe, il casse les lignes. Ça n'a rien à voir. Philippe Tournon, comment on remobilise des joueurs après un tel match, un tel exploit à Barcelone? Vous avez côtoyé pendant plus de 30 ans l'équipe de France. Après un grand match de l'équipe de France, comment le coach remobilise ses joueurs pour un match de deuxième? C'est tout le problème du manager moderne aujourd'hui qui a généralement un effectif pléthorique avec même des internationaux ou que des internationaux sur le banc. Et il court plusieurs lièvres à la fois, au niveau national, au niveau international. Donc c'est toute la stratégie technique, tactique et psychologique du manager que de savoir qui solliciter à quel moment. J'ai entendu dire hier aussi, puisque Verratti est en état de rentrer, il aurait pu être en état de jouer dès le début. Ça aurait pu être une option aussi. Peut-être que ça aurait modifié un peu le cours des choses, de faire jouer Verratti pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et si vraiment il avait besoin d'être ménagé, le ménager sur la fin. Mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qu'on ne connaît pas, bien sûr, qu'on ne connaîtra jamais. C'est vrai. Qui marche bien le 28 et le 4 du mois suivant, ça marche pas. Ouais. Il a certainement des bonnes raisons. Philippe Tournon, vous mettez notamment en avion l'aspect psychologique. On a lu hier que Pochettino avait beaucoup insisté auprès de ses joueurs pour prendre du recul après ce match contre Barcelone. Est-ce que c'est ça finalement la patte Pochettino, cette capacité à mieux gérer, justement, à mieux gérer les émotions? Justement, si on avait fait l'émission mercredi soir, on t'aurait dit la patte. On aurait été en feu déjà. Je suis en feu, ouais. On aurait dit que effectivement la patte Pochettino, on l'a vu. En tout cas, la patte Pochettino, on l'a vu mardi soir, je crois. On a vu qu'il arrivait à faire arriver ses joueurs sur le terrain avec une certaine sérénité, avec une assurance, avec une implication de tous. Ils n'ont jamais paniqué, ils étaient sûrs de leur force et on a déroulé, on était une machine qui a marché sur le Barça. En revanche, hier, là, du coup, tu vois les travers. C'est pas de Pochettino, c'est les travers du PSG depuis malheureusement des années, depuis les années QSI, que le coach s'appelle Blanc, Camboire, Blanc, Emery, Tuchel et maintenant Pochettino. La difficulté est la même. Tu n'arrives pas à motiver tes joueurs pour les matchs de championnat. Tu vois bien qu'il y a une différence qui est intersidérale. Je trouve qu'il y a quand même une différence avec Pochettino, c'est qu'hier, il prend la responsabilité de la défaite. Non mais c'est important. Je suis désolé, Tuchel, c'était jamais de sa faute. Il comprenait pas ce qui lui arrivait. Emery, rarement aussi. Hier, Pochettino, il est neuf. Il y a quand même un match de Coupe d'Europe et je regardais ça ce matin dans l'équipe. Je disais ça comme quoi Paris avait perdu après son 4-0 contre Barcelone, avait fait un match nul 0-0 après son match à Madrid. Donc il y a aussi le syndrome de la Coupe d'Europe. Et puis je pense vraiment aussi que physiquement, il y a un autre syndrome, c'est qu'il manque des joueurs. Et au moins, le débat qui est lancé depuis quelques jours, à quoi sert Neymar? Je pense que Neymar, quand on dit qu'il provoque, ça sert en fait. Ah, c'est sûr. Non mais je te rends compte, hier soir tu te rends compte. On va en parler de Neymar. Il manque un joueur qui provoque. Comme Giroud que beaucoup n'aiment pas, pèse sur les défenses adverses et c'est les partenaires quand ils profitent. C'était hier soir la 6e défaite des Parisiens et Paris, on se rend compte que Paris est en difficulté cette année face au gros, en gros c'est-à-dire Lyon, Lille et Monaco, face auquel Monaco c'est 2 défaites. Et c'est Paris, c'est 1 point sur 12 possibles contre les gros. C'est contre Lille. Il y a Lille et Lyon qui vont affronter le PSG fin mars et début avril. Est-ce que pour vous, c'est dans ces confrontations directes avec les gros que le titre va se jouer, Philippe Tournon? La Champions League est devenue une telle obsession pour le Paris Saint-Germain qu'ils ont une difficulté à se repositionner en championnat. Et les choses ont été tellement faciles depuis plusieurs saisons. Le titre de champion de France leur tombait tout rôti dans le bec sans qu'ils aient à s'employer beaucoup. Sauf que là, il y a de la concurrence. Et là, il va falloir qu'ils trouvent le moyen, eux, ou le coach, ou je ne sais pas qui, de revenir sur les réalités nationales très vite entre les matchs de Coupe d'Europe. Sinon, ils vont terminer en bas du podium. Un petit tour de table, les tops, les flops d'hier soir, les Gasques et Parisiens. Pour moi, le top, c'est Kovac. Voilà. Franchement, clairement, voilà, on va pas. Et je l'ai marqué, j'ai pas changé d'avis. Je l'ai marqué, tu vois, le top pour moi, c'est Kovac. Parfois, il faut faire des sacrifices. Et je trouve qu'hier, il a fait un sacrifice. Et puis surtout, face à Pochettino, il va falloir que. Quel sacrifice? Non, mais de dire, on joue défensif. Je trouve qu'il a joué défensif. Alors justement, Alex, on va écouter. C'est pas un péché mortel. Je dis pas que c'est un péché mortel. Mais quand t'as une attaque. Le haut niveau, c'est de gagner. Super. Quand même. Philippe, quand t'as une attaque c'est une super émission, franchement.
franchement, alors là, ouais. Non, mais Philippe, quand t'as une attaque avec Ben Yedder, Kevin Volland, moi je trouve, et puis derrière t'as des gens comme Chouameni. Ouais, mais si tu gagnes, Mais tu peux pas venir au parc, Alex, tu peux pas venir au parc en disant, mais non. il a joué à ça contre Lyon, il a pris 4 buts. Exactement, voilà, tout à Je fait. suis d'accord. Je te donne pas ton diplôme d'entraîneur. Et voilà, c'est réglé. On va écouter Nico Kovac. So today our match plan was clear. We must eliminate Kylian Mbappé. So I think Axel Disasi played a great game in combination with Sofiane and also with Ruben, because we said, okay, doubling, tripling this world-class player. Voilà, Kovac qui explique son plan était d'éliminer entre guillemets Mbappé hier en plaçant derrière lui 2 à 3 défenseurs, notamment Disasi. Les tops, les flops, on continue Philippe. Non, mais c'est Kovac. Tout se résume autour de ça. C'est la vérité de ce match-là. Ce sera pas celle de la semaine prochaine. Ouais. Un joueur à mettre en avant quand même de Monaco. J'ai parlé des milieux et des latéraux. On peut parler de Maripane aussi, qui fait un match encore dingue. buteur, 5e but cette alors saison. Alors qu'au début de la saison, mais il était à la ramasse totale. Et là, hier, il fait un match défensivement magnifique. Il fait lui-même plusieurs sorties sur Icardi ou Mbappé où il les éteint tout de suite. Et son but, où là, encore une fois, Herrera fait une relance incompréhensible, même si c'est le copain d'Alex. Bon, voilà, non, mais Alex est honnête quand même, c'est qu'il regrette le jeu défensif, mais il donne la palme à Kovac. Voilà, merci. Donc c'est bien. Ça, c'est honnête. Le flop. Et le flop, c'est pour les Parisiens, malheureusement. Moi, j'ai envie de dire Herrera parce qu'il a rien apporté au jeu et il fait une erreur qui nous coûte un but. Nos 2 attaquants été éteints, mais je crois pas que ce soit pas de leur faute. Je crois que c'est de la faute de Pochettino qui, encore une fois, n'a pas mis un créateur. C'est la faute de Kovac. Voilà. Et Pochettino, je l'ai trouvé très bon mardi soir dans ses changements. Ouais. Dès qu'il y a eu une difficulté, il a réagi tout de suite. Notamment. Gay était très chaud, il allait pas finir le match. Il l'a sorti tout de suite. Et Herrera, il a fait rentrer Draxler. Et là, on a attendu. Il y avait le carton, il a fait sortir aussi Verratti. Voilà. Et là, je trouve qu'il a réagi trop tard. Il a fait rentrer en même temps Verratti et Rafinha. C'était trop tard. Non, mais un entraîneur peut pas être au top le mardi et un flop le dimanche. Et il a une qualité, où il a de la qualité, il en a pas. Et Pochettino, comme Tuchel, bon, c'est comme les joueurs, ils ont leurs bons moments, leurs moins bons. Alors justement, ça reste un entraîneur de grande qualité. Bien sûr. Kylian Mbappé était exceptionnel mardi. Hier soir, il a passé une sacrée soirée, un seul tir cadré. En fait, c'était une tête pas vraiment dangereuse en fin de match. 6 duels gagnés sur 15, 27 ballons perdus sur 69 touchés, un carton jaune en fin de match. Ouais. Il aurait dû rester à Barcelone. Non. Mais Mbappé, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la motivation. Philippe Tournon a dit tout à l'heure, je crois qu'il a raison, il y a une obsession au club de gagner la Ligue des Champions. Ouais. Et Kylian, je crois qu'il a aussi cette obsession-là de vouloir la soulever, il veut la gagner. Ouais. Et donc, quand il est rentré sur le terrain mardi, on a tous senti dans les premières minutes qu'il voulait montrer au monde entier, à l'Europe entière, que c'était l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc voilà, il l'a fait mardi soir. Et quand il rentre sur le terrain, il rentre sur le terrain dimanche soir contre Monaco, il est moins motivé. Non, je suis pas d'accord. En plus, c'est Monaco. C'est Monaco, c'est son ancien club. C'est Monaco. Je pense qu'il était tout autant motivé. Il avait la défense de Barcelone face à lui qui laisse beaucoup plus d'espace. Ouais, exactement. Avec un marquage qui est beaucoup moins. Et là, il y avait un plan anti-Mbappé. Il a dit Kovac. Il y avait un plan anti-Mbappé. Et quand t'es bloqué comme ça et que t'as pas de créateur au milieu de terrain, je viens toujours à la même chose. Bien sûr. Ça aide pas non plus. Il a été pris dans la nasse. Il avait pas de bon pourvoyeur et il a fait un non-match parce qu'il n'a pas pu s'exprimer. Est-ce que ça ne répond pas finalement au débat que certains ont pu lancer à partir de mardi soir, notamment peut-être Alex, sur l'idée que finalement après la prestation du duo Verratti et Mbappé, finalement qu'est-ce qu'apporterait Neymar dans cette équipe? Est-ce que finalement le match d'hier n'a pas répondu à cette question-là? C'est déjà ce débat. Mais quand on a Neymar, faut le mettre. Je rappelais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Alex ou un autre, dans les années 60, le sélectionneur, qui n'était pas l'entraîneur de l'époque, Georges Verriest, avait dit à Raymond Kopa, je ne vais pas te prendre pour ce match-là parce que tu ne rentres pas dans mon système. C'est-à-dire quand on a un gars comme Mbappé ou comme Kopa ou Maradona ou d'autres, ils ont leur place tous les jours. Mais est-ce que justement Neymar n'aurait pas pu apporter un peu plus de créativité hier dans le jeu? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est évident. Mais ça aurait été un autre équilibre à trouver qui serait peut-être retourné aussi contre le PSG ou qui aurait peut-être mis à mal le plan de Kovac. On ne le saura jamais. Si Neymar revient, on fait quoi? On le remet en 10 et on met Verratti derrière? Bien sûr, mais ça, il n'y a pas de débat, je pense. Non, mais il y a eu un débat sur la place de Verratti qui est exceptionnel en quasiment numéro 10. Mais le faux débat qui a été créé pour animer les émissions comme la nôtre, sur est-ce que Mbappé est meilleur sans Neymar, mais c'est un débat qui est scandaleux. J'ai failli casser, mais c'est la vérité, j'ai failli casser ma télé
mardi soir ou mercredi soir en voyant, en plus elle est toute neuve ma télé, que ça fait une semaine qu'il m'en parle. 75 pouces, bref. Combien coûte Je peux pas le dire ça. C'est la prime de fin d'année. C'est mon salaire Radio J. Non mais c'est incroyable de lancer un débat comme ça. Voilà, on a comme vous l'avez dit, on a Neymar, on a Mbappé, on a Verratti. Verratti et Mbappé, ils s'entendent. Mais en plus Neymar et Mbappé, ils s'entendent. Ben voilà, donc pourquoi veux-tu créer un débat qui n'existe pas entre eux? Les deux ont leur place. Neymar en numéro 10, s'il est là hier, lui justement, ce que tu disais, il permet d'attirer ces joueurs-là et les élimine. Et donc derrière, ça laisse de l'espace. Quand on dit qu'il provoque trop Neymar et qu'il énerve trop les joueurs, hier, Disasi, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Tchouameni, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Si t'as un Neymar, il peut les faire sortir un petit peu aussi de leur match. Lui aussi, il peut sortir du ciel. Mais lui aussi, mais en tout cas, il peut les faire sortir. Surtout, il les dribble, il les élimine. Non, mais tu sais, ce matin, j'ai lu No Verratti, No Party. Franchement, j'ai envie de te dire No Neymar, No Caviar. C'est de moi. Il faut déposer tout de suite. Clap de fin, c'est. Il n'y avait pas de chocolat, pas de bras, mais c'est Festival. Philippe Tonon, ce débat sur Neymar m'a fait penser à un passage dans votre livre. On est au début des années, on est au début de l'été 82. Vous êtes encore journaliste à l'équipe et il y a votre patron, Jacques Godet, qui vous appelle et qui vous dit, mon vieux, puisqu'il connaissait pas les prénoms, qui vous dit, mon vieux, j'aimerais bien que tu me prépares pour demain un papier sur penalty. On est au lendemain de France-Autriche et vous dit, le papier, je vous donne le titre. Platini est-il indispensable à l'équipe de France? C'est ça, voilà. Et on venait de jouer, on venait de jouer l'Autriche, on avait battu 1-0 sur un coup franc de Gengini. Et c'est vrai que ça avait été un match très plaisant, très, très plein, très, très probant. Et je dictais mon papier au sténo. À la fin, Jacques Godet demande à me parler. Il me dit, mon vieux, il faudrait traiter le sujet dès demain. Platini est-il indispensable à l'équipe de France? Je ne suis pas seul à me poser la question. Est-ce que l'équipe de France ne joue pas mieux sans Platini? J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, monsieur Godet, c'est un mauvais débat. On va faire riser de la planète entière si vous l'avez traité. Est-ce que Maradona est indispensable à l'Argentine voilà, donc, ou Alex à Classico. Ah oui, c'est autre chose. Non, voilà, donc j'ai eu l'audace de refuser au patron de faire le papier. Bravo. Il y a d'autres journalistes, je crois, qui ont aussi refusé. Oui, Jean-Philippe Rétaquer a refusé, Gérard Ernaud a refusé. Et je crois, on m'a dit récemment que Jacques Ferrand, sans le faire, l'avait quand même fait un petit peu. Messieurs, l'heure est grave, l'heure est venue de vous affronter pour la question du soir de Classico. Le quotidien espagnol révèle que le Real Madrid rêverait d'acquérir l'été prochain à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland, montant global estimé 300 millions d'euros. Problème, la dette des merengues serait de 335 millions d'euros, 241 millions sont dus à la pandémie de la Covid-19 et 114 millions à la reconstruction du Bernabéu. Alors à choisir, messieurs, si vous étiez Florentino ou Pérez, est-ce que vous préféreriez choisir Mbappé ou Haaland? Musique. Il n'y a personne qui me bat. Laissez-nous. C'est la confusion la plus complète ici. Bientôt, je les battrai, le vrai champion. Le duel, Benjamin. Rocky 4. Non, mais moi, si je suis Florentino Pérez, je prends Haaland. Et pourquoi est-ce que je prends Haaland? Pourquoi est-ce que je prends Haaland? Je prends Haaland parce que Mbappé ne bouge pas du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi. Mbappé ne bouge pas du PSG. Tu prends Haaland, c'est un excellent attaquant. Il va parfaitement s'intégrer en attaque avec Karim Benzema. Et surtout, tu ne touches pas Mbappé qui doit rester au Paris Saint-Germain, doit construire avec le club et remporter la Ligue des Champions. En tant que président du Paris Saint-Germain, mais si tu es président du Real Madrid. Je suis président du Real Madrid, et du Paris Saint-Germain. Je me dis, je vais laisser Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et j'envoie Haaland et j'achète Haaland. Alexandre, qui coûte plus cher qu'Mbappé d'ailleurs. Moi, si je suis président du Real de Madrid, mais bien sûr que je vais chercher Kylian Mbappé. Enfin, quand tu vois ce qu'il fait contre Barcelone mardi soir et que t'es espagnol, tu te dis, il peut faire ça tous les week-ends dans notre championnat parce qu'il y aura un truc nouveau. Je vais le chercher pour l'équipe, pour lui aussi. Ah voilà. Parce que je pense que pour l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui va jouer dans un autre championnat, c'est intéressant, qui joue devant d'autres défenseurs, qui apprend à jouer autrement. Et puis surtout, de quoi on parle? Kylian Mbappé, pour moi, c'est pas un neuf. Haaland est un neuf. Kylian Mbappé, c'est un mec sur les côtés, un ailier très rapide, hyper technique, le meilleur joueur qu'on ait eu en France depuis des années, et qui peut vraiment apporter quelque chose de plus à cette équipe. Alex, je remets une pièce dans la machine. Haaland, c'est 18 buts en 13 rencontres de Ligue des Champions. C'est pas tout à fait les mêmes stats. D'accord, mais c'est pas le même palmarès. Il est plus buteur qu'Mbappé de toute façon. Haaland est beaucoup plus efficace et beaucoup plus renard des surfaces que tu changes d'avis? Non, je change pas du tout d'avis parce que ce que vient de dire Alex, je suis en total désaccord avec lui sur le fond. Moi, je pense qu'il a raison.
Tu peux remettre un coup de. Tu peux remettre notre parrain du soir qui va la réponse. Je suis absolument en désaccord avec. Et Philippe Tournon va ensuite arbitrer. Je suis en total désaccord avec Alex parce que ça ne veut rien dire ce que tu dis quand tu dis que Mbappé doit jouer contre d'autres défenses pour progresser. C'est faux. Mais... Tu dois avoir l'ambition de construire au Paris Saint-Germain l'un des meilleurs clubs d'Europe qui va jouer la Ligue des Champions, évidemment, tous les ans et aller jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin de construire. Aujourd'hui, il est préférable pour un joueur comme Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, d'être la star ultime. Mais bien sûr. Madrid. Mais évidemment, attention, c'est pas que ça l'Espagne. L'Espagne, c'est Eibar, c'est Elche, c'est Valladolid. Donc c'est que ça. Donc tu vois, quand on dit en Ligue 1, on est faible parce qu'on a Angers, Dijon, Nîmes et Lorient, Elche, Eibar et Valladolid et la Real avec l'accent. Excuse-moi, c'est pas beaucoup mieux. Non mais oui. Alex, dernière réponse. Non mais moi j'ai tout dit. La conclusion. Non mais objectivement j'ai tout dit pour le joueur. Si je suis président du Real de Madrid, bien sûr que je vais chercher Mbappé. C'est un joueur exceptionnel qui est très rapide, qui est super, qui a une très bonne mentalité, qui parle espagnol et qui parle espagnol. Ce qui n'est pas le cas d'Haaland, qui parle espagnol. On l'a vu d'ailleurs mardi soir. Super important. Mais il parle pas espagnol. Kovac, il parle pas français. Non mais je suis désolé, il parle pas espagnol pour rien Mbappé. Ça fait longtemps qu'il se prépare à aller jouer au Real de Madrid. Laissons arbitrer. La conclusion de Philippe Tournon. Une fois de plus, on est en plein échafaudage plus ou moins branlant. C'est pas très grave. Ça fait tout le sel de vos débats. Ça fait vendre. Mais je pense quand même que la balance penche du côté d'Alex parce que il faut pas enterrer Karim Benzema qui fait quand même une carrière au Real exceptionnelle, qui lui est un vrai neuf. Kylian est plus sur les côtés, sur les espaces. Et puis il faut pas oublier, vous l'avez pas évoqué, mais il y a quand même un axe Zidane. Kylian, qui est pas négligeable et même si on a des doutes sur l'avenir de Zidane. Oui, ça dépend. On a des doutes sur l'avenir de Zidane sur le banc du Real et on a des doutes sur l'avenir de Kylian au Paris Saint-Germain s'il n'a pas la certitude assez vite qu'une grosse équipe va encore être opérationnelle la saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'avec des si et des si et des si, on peut aller très loin. Mais aussi que les relations sont très bonnes entre Mbappé au Real, c'est quand même plus vraisemblable qu'Haaland. Que les relations sont très bonnes entre Florentino Pérez et le président de Dortmund. Benjamin, tu voulais du coup, si Mbappé va au Real, on peut récupérer Haaland au PSG. Oui. Bonne. Écoute, ça va trop vite. Allez, on revient à la Ligue 1 avec la rétro des autres affiches de ce week-end. Victoire compliquée. On commence avec Lyon. Victoire compliquée des Gaunes à Brest, 2-3. Victoire des Lyonnais quand même. Tout à fait. Benjamin. Écoute, oui, ils peuvent pas gagner tous les matchs facilement. Ils ont été bien aidés par. Ils menaient 3-0 à la mi-temps. Ils se sont fait un peu ça alerte quand même sur la stabilité de cette équipe qui est sur une très bonne trajectoire. Rudy Garcia fait du bon boulot. Mais mener 3-0 à l'extérieur et trembler dans les 5 dernières minutes dans la crainte d'une égalisation, ça m'interpelle un peu quand même. Sur le plan mental Sur le plan de leur capacité à gérer leur match pendant 90 minutes, il y a eu un coup de moins bien là il faudra voir comment ça se reproduit ou pas dans les prochaines semaines. Et c'est pas volé en plus parce que Brest joue vraiment bien au football. Exactement. Franchement, moi j'ai cru qu'ils allaient mettre le 3e but. Comment il s'appelle, Mounier qui est très fort, qui bouge tout le temps, Cardona qui marque. Bref, c'est vraiment une belle équipe. Et t'avais vraiment envie qu'ils égalisent, honnêtement. Petite pensée pour Sébastien Cibois, le gardien. On va reparler des gardiens d'ailleurs avec qui se plante malheureusement. Le cauchemar. Petite pensée pour lui, il est prêté par le PSG. Bon, on l'embrasse. Encore une grosse performance hier après-midi de Lille à Lorient, victoire des Dogs 4-1. Impressionnant. On parlait tout à l'heure de la dynamique de champion. Là, tu vois, on sent Lyon moins bien. Et Lille, on a l'impression que ça c'est. Ils ont fait un petit nul la semaine dernière à Brest, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est impressionnant parce que quand tu les vois jouer contre l'Ajax, c'est dur contre l'Ajax jeudi soir. Mais c'est pour ça, c'est pareil, c'est à l'inverse. La vérité de la Champions League n'est pas celle du championnat. T'as raison. Et j'ai entendu les commentaires après le match de Coupe d'Europe le Ligue Europa, Lille à Ajax, une leçon de football, des juniors égarés face à des seniors, etc. C'est un peu dur ça quand même. Mais c'est pour dire que après ça s'inverse, le PSG est souverain à Barcelone et tout d'un coup prend une leçon par Monsieur Kovac, et alors que Lille retrouve toute sa superbe en allant gagner de façon éclatante à Lorient. Qui est en plus en forme en ce moment. Et puis il n'y avait pas photo sur le terrain hier entre Lille et Lorient. Donc à chaque match sa vérité, à chaque compétition sa vérité aussi. Ça va devenir le slogan de l'émission. À chaque match sa vérité. Voilà. Encore un très beau but de Bamba. L'important c'est les 3 points. Bien ça. Voilà. Nouvelle contre-performance de Rennes à Montpellier, 2-1, 5e match sans victoire pour les Rennais. Qu'est-ce qui tourne plus rond
à Rennes. Je me demande si Rennes, alors je remonte un peu haut, mais je me demande si certains clubs ne sont pas déstabilisés par, dès le début de la saison, commencer une compétition européenne. Je crois que quand t'as pas l'effectif dès le début de la saison... Ils ont énormément recruté, avec l'arrivée de Florian Maurice. Visiblement, tu n'as pas la qualité pour entamer une compétition européenne, et j'ai l'impression qu'après, tu le traînes tout le championnat, et c'est très compliqué pour Rennes. Mais bon, il faut quand même souligner qu'ils ont perdu contre Montpellier, qui est quand même vraiment une super équipe. J'ose pas retenir ton argument, parce que c'est vraiment ça serait un déficit et non, je sais pas si... vous prenez cher, mais c'est bien si tu peux pas jouer à la fois les compétitions nationales et une Coupe d'Europe, surtout la Coupe d'Europe numéro 2, c'est que tu as un problème. Mais regardez, c'est Nice cette année qui a joué l'UEFA, l'Europa League. Ça a été catastrophique au début de la saison et ça les a plombés en championnat aussi. Attends, ils ont recruté énormément cette année. Ils ont recruté soucis, mais c'est une question de niveau. Ils ont fait quoi en Ligue des Champions? Ils ont un point. Ouais, ils ont été en voilà. L'OM aussi a un point. Mieux que l'OM. Non, mais ils ont un point. Ils avaient 3 points. D'accord, mais ça plombe. Et encore une fois, comme Nice et ils avaient extrêmement bien commencé le championnat. Ils avaient 7 victoires consécutives en début de championnat. Après, ils ont eu un trou après la Ligue des Champions. C'est pendant et après la Ligue des Champions. Mais bon, on aurait pu espérer que ça revienne beaucoup mieux là. Non, mais moi, je sais que la Champions League, c'est un long apprentissage aussi. Quand on a une équipe comme Rennes qui débarque tout beau, tout nouveau, là, il prend grave parce que c'est très particulier. C'est une mentalité, il faut rentrer dans le truc tout de suite. Et quand tu n'as pas fait quelques saisons de Champions League, tu as du mal à te mettre dans le bain. On enchaîne avec le nul entre Nantes et Marseille. Si on peut en parler, c'est un peu de ça. Bah évidemment. Avec la boulette, on peut commencer avec la boulette. Ouais, la boulette. Il y a quand même une très mauvaise passe d'Alvaro quand même. Et une pelouse. C'est la faute terrible. du terrain. Pelouse terrible. Non, mais la passe, tu fais pas une passe comme ça à ton gardien avec un rebond. Sauf que c'est Mandanda qui lui demande la passe. Oui, enfin, il lui demande pas avec un rebond. Tu lui donnes à terre. Il est droitier. Tu lui donnes à droite, tu lui donnes pas avec un rebond sur son pied gauche. Non plus. Tout ça est vrai, mais ça n'oblige pas Steve à être un peu. Il y a une erreur, ça c'est sûr. Il y a une erreur. Après, si on peut parler du jeu, en même temps, il n'y en a pas eu, donc on peut pas parler de jeu. Il y a Payet qui revient pas mal sur la pelouse de son club de formateur. Si ça te fait plaisir, écoute, tant mieux. Non, c'était très très pauvre d'un côté comme de l'autre. Et alors là, tu dis qu'on s'est ennuyé hier soir. Bah disons que samedi à 17h. Ah oui, on s'est ennuyé. J'étais nickel pour la sieste, c'était parfait. C'est vrai qu'il n'y avait rien, quoi. On peut pas analyser, c'est horrible. Peut-être les cartons rouges. Ouais, non, mais peut-être les Nantais qui sont un peu plus dans leur match, peut-être plus concernés. Ça fait 4 points sur 6 possibles pour Caron. Antoine a amené un petit quelque chose. Il s'accroche. C'est ça. Ça suffira ou pas, mais il y a une réaction. Il y a l'entraîneur Marseille aussi, que j'aime bien. On a vu des jeunes quand même. On a vu des jeunes. Dieng et Luis Enrique qui n'étaient pas inintéressants. Kawi aussi. Kawi, ouais. Donc surtout ce mercredi. Une semaine. Donc on se dit effectivement AVB aurait peut-être pu lui à un moment. Ça pose des questions sur la suite pour l'Olympique de Marseille. Quand Narcel Largué, moi je trouve qu'il fait le taf pour le moment. Pourquoi tu le bouges? Le problème, il y a Sampaoli qui arrive, qui est quasiment. Quand tu vois ce qu'il a fait hier soir, c'est incompréhensible ça. Il se fait expulser, il rentre sur le terrain pour un pénalty. Pour insulter l'arbitre. Moi qui va être dans le bain à Marseille très vite. Marseille qui est champion d'Europe des cartons rouges, vous le savez, 8e carton rouge cette saison, c'est le record en Europe. Je savais pas. Voilà, et mais c'est là où tu vois, pour une fois n'est pas coutume, Alex a raison. Nasser Larguet, franchement, il amène, je crois, quelque chose d'important à l'OM. Il amène de la sérénité, il amène du calme, d'une grande expérience et très serein. Mais il fait monter des jeunes et ça fait du bien jusqu'au bout de la saison. Oui, bien sûr. Et comme ça, à la fin de la saison, tu reconstruis. La saison est pas du tout ce que vont faire les Marseillais. Vous savez que Sampaoli arrive. Mais on est en total désaccord avec les Marseillais. Je te le dis. Et surtout pour ramener Sampaoli, qui lui va ramener encore ce côté bouillonnant, extravagant. On n'a pas besoin de ça. C'est pas ce qu'attendent les supporters marseillais. Alors qu'on se plaint de la direction d'une direction trop parisienne, trop élitiste, trop éloignée des réalités marseillaises. Parce que Sampaoli, il est proche des réalités marseillaises, lui. Peut-être dans le style, oui. Mais c'est quoi le style marseillais? Le côté volcanique, c'est des clichés, n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Il y a beaucoup d'erreurs psychologiques qui sont faites depuis un certain nombre d'années dans le football français, des fonds de pension chinois, japonais ou américains qui débarquent, des gens qui sont parachutés de Paris pour mener des affaires, ils connaissent pas les mentalités du coin. Et dans beaucoup d'endroits, les supporters sont en train de se rebeller contre cet état d'esprit, cette gestion très technocratique de gens qui n'ont pas la fibre locale et ils en veulent plus, quoi. Donc Bordeaux, là, il y a un vrai problème. C'est à Bordeaux. Qui a perdu encore, je crois, Bordeaux d'ailleurs. Nantes, avec Valdemar Kita, n'en parlons pas. Hérault à Marseille. C'est pas des mauvaises personnes, mais fondamentalement,
c'est des erreurs de casting. Donc, ça a souvent été le cas d'ailleurs à Marseille ces dernières années, enfin depuis une vingtaine d'années. On a souvent des ils ont gagné des titres. Des technocrates. Oui, non, mais on a des technocrates qui sont placés comme directeur de l'OM. On a eu Marchand, Labrune, des gens qui n'étaient pas forcément. Jean-Claude Dacier, qui était un journaliste remarquable. Qu'est-ce qu'il vient faire à la direction de l'OM? Après, il gagne le titre de champion de France, Jean-Claude Dacier. Il ramène le titre avec des champs. C'est plus des champs que Dacier qui gagne. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été chercher des champs et il gagne des titres avec des champs, une Coupe de la Ligue, un titre de champion. Messieurs, on va quitter l'actualité brûlante et pour revenir dans l'histoire. Philippe Tournon, c'est sa l'avant-dernière conférence. Yes, enfin! Yes, on n'en veut plus! Non, je rigole. Non, Fifi, c'est un bon, c'est notre petit grincheux. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Antoine, ça a été notre interlocuteur pendant des années. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous et pourquoi il a été aussi important? Non, parce que voilà, avant chaque conférence de presse, il dit un peu les questions qui vont être posées. Et voilà, il est bon dans ce qu'il fait. Et voilà, même s'il est un peu grincheux et il sourit pas trop, mais non, c'est vraiment un chouette type. Merci, quand même. Merci à tous, Antoine. Voilà, Coupe du Monde 2018, votre dernière conférence de presse, Philippe Tournon. Est-ce que tout ça vous manque? Non, pas du tout. Pas du tout. En revanche, quand vous repassez cette séquence et les 150 journalistes français qui se lèvent, qui applaudissent, j'avais la gorge un peu nouée et l'évocation encore ne me laisse pas insensible du tout. Ouais. C'était des moments, cette dernière Coupe du Monde était un moment tout particulier? Oui, compte tenu de votre expérience passée. J'avais pas celle de 98 à tout jamais, par définition, restera la première et m'a procuré des émotions que je n'ai pas ressenties à ce point-là à Moscou. Et à Moscou, j'étais presque plus ému et attendri de voir mes camarades du staff qui, eux, pour la première fois, ils voyaient cette Coupe du Monde qui était dans les mains du capitaine de l'équipe de France. Et ça me faisait plaisir. J'étais ému de voir leur émotion. Oui. Alors je dois dire, je rappelle que vous sortez chez Albin Michel un livre, des mémoires si j'ose dire, La vie en bleu. C'est un livre absolument passionnant qui compte énormément d'anecdotes sur votre histoire, mais sur l'histoire, je dirais, des supporters de l'équipe de France, de ses sélectionneurs, de ses dirigeants du football français. Alors j'ai sélectionné un certain nombre de passages dans le livre qui sont vraiment... moi je me suis régalé, je suis très honnête. C'est une encyclopédie, c'est magnifique. Alors il y a évidemment la période 82, 86. Vous expliquez notamment, par exemple, qu'après la formidable victoire des Bleus en quart de finale contre les Brésiliens, finalement, les Bleus se sont un peu démobilisés. On avait joué la finale contre le Brésil. Le Brésil, à l'époque, le Brésil en 86, c'était encore l'énorme Brésil. Et tous ces joueurs n'étaient pas encore venus en Europe. Voilà, il y avait du très beau monde. Zico. Et cette victoire, c'est le syndrome de la finale avant l'heure, du match qu'on joue avant le match. Et il y a eu visiblement une décompression, une perte d'énergie, pas de motivation, mais c'est un mécanisme... C'était aussi la fête dans l'hôtel, vous le rappelez. Oui, c'était un hôtel. On n'avait pas choisi notre hôtel, c'était ouvert à tous les vents. Il y avait des supporters marseillais, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il y avait des filles. Il y avait de très jolies touristes brésiliennes ou européennes. Enfin, il y avait tout ce qu'il faut pour démobiliser les troupes. Alors on enchaîne, ensuite il y a Platini qui devient sélectionneur. Alors vous expliquez que c'était pas un choix par défaut, mais que Platini n'était pas forcément destiné à devenir sélectionneur et que finalement... Il n'est pas fait pour ça, non. Je pense pas. Et que finalement vous mettez en avant l'idée qu'à la fin de la période de qualification, les Bleus gagnent tous leurs matchs et qu'à un moment donné il y a un match amical si j'ai bonne mémoire, qui est organisé à Wembley. Exactement. La phase de qualification à l'Euro 92 avait été remarquable. On avait un tandem d'attaquants, Papin-Cantona, qui marquait but sur but. Il y a 8 matchs de qualif, on les gagne tous les 8. Et avant d'aller jouer un match amical en février, je crois, à Wembley, Platini a cette sortie malheureuse, mais qui correspond bien au personnage, mais le jeu par-dessus tout. Est-ce que vous dites qu'il était même très joueur comme sélectionneur avec ses joueurs? Il aimait jouer, il continuait à faire les petits jeux. Et là, il dit aux joueurs... je vais pas vous abreuver de consignes, vous allez voir à Wembley, c'est un stade mythique. Moi, j'y ai jamais joué, j'aurais tellement aimé. Alors, je ne vous donne qu'une consigne, faites-vous plaisir. C'était le début de la fin, parce que et Didier Deschamps le confirmera. À partir de ce moment-là, ils ont joué comme leur avait dit le coach pour se faire plaisir. C'était un peu comme une récompense pour tout ce qu'ils avaient fait jusque-là. Et ils n'avaient plus la tête à aller chercher
les victoires avec toute la motivation et le sérieux nécessaire. Donc les Bleus sont éliminés au premier tour de cet Euro 92 contre notamment les Danois qui seront finalement les vainqueurs de la compétition. Qui avaient été repêchés, qui étaient en vacances. La Yougoslavie est mise au banc des nations. Et on récupère les Danois qui étaient en vacances avec femmes et enfants. Ils rapatrient tout le monde. Notamment Brian Laudrup. Ils rapatrient tout le monde. Et ils ont fait tout le championnat d'Europe avec les femmes et les gosses en famille. Ils ont continué leurs vacances. Ou peu s'en faut, et ils sont champions. Donc Platini annonce, et je ne le savais pas, Platini annonce au moment de la désignation de la France comme organisatrice de la future Coupe du Monde 98 qu'il quitte. Il annonce sa démission. Et vous soulignez que c'était peut-être pas le meilleur moment. Mais non, on a essayé de lui faire comprendre que l'événement allait tuer l'événement, que sa décision méritait... Et surtout, ne pas occulter la joie et l'importance d'un événement. Il a joué au perso un peu. Oui, il est perso, Platoche. C'est le bon gars, mais il avait ça en tête et il voulait pas remettre ça plus tard. Tout ce qu'on a pu dire, ça a été vain. Une heure après, on n'avait même pas encore fini de célébrer la désignation de la France. Hop, dans une salle de l'hôtel, on a improvisé une conférence de presse. Il a annoncé qu'il arrêtait. Platini, dont l'adjoint était Gérard Rouillet, il était particulièrement... Vous pouvez intervenir, messieurs. Donc Gérard Rouillet était l'adjoint. Alors vous vous rappelez... Vous mettez en avant l'idée que Platini n'était pas toujours très content des commentaires que donnait Gérard Rouillet aux journalistes. Parce que Gérard Rouillet aimait beaucoup les médias, on ne va pas lui reprocher. Les médias ne se faisaient pas faute de le solliciter. Et avant certains matchs, Gérard Rouillet, paix à son âme, expliquait pratiquement à son ami Patrick Urbini pour l'équipe comment il fallait jouer pour battre l'équipe de France. Il avait observé l'adversaire, il le connaissait bien. Et un jour, Platini, j'étais à côté de lui dans l'avion, on allait je ne sais pas où. Puis alors, le journal me dit, t'y crois ça, toi? Et c'est vrai, Gérard disait, moi, je serais l'entraîneur de l'équipe adverse. Je ferais ça. Donc Gérard Rouillet devient sélectionneur. La France continue finalement sa marche dans les qualifications qui se passe extrêmement bien, notamment une victoire en Israël 4-0. Et j'apprends, alors ça va vous intéresser, ça va intéresser nos auditeurs, que pendant cette campagne et le match à Tel Aviv, victoire des Bleus 4-0, Cantona disparaît. C'est bon, c'est très anecdotique, mais... mais ça nous intéresse. Il y a une réunion dans une salle de l'hôtel qui était en bordure de plage, et comme toujours, on compte les présents, et il manquait Cantona. Henri-Émile monte dans sa chambre, on le cherche partout. Et tout d'un coup, il y a un joueur qui regarde par la baie vitrée qui donnait sur la plage. Et il y avait une espèce de jetée. Et au bout de la jetée, il y avait Platini qui était là dans les mains. Cantona. Cantona, dans la position du penseur de Rodin. Et qui avait oublié qu'il y avait une réunion. Peut-être manger un falafel avant. Je sais pas. Donc, cette élimination de 93 restera, pour moi, c'est un traumatisme. Parce que là, c'est l'aller. On parle de l'aller 4-0. Et on reçoit Israël à la maison. On reçoit la Bulgarie qui n'a jamais gagné un match de qualification entre Parc à Sofia. Vous avez un point à prendre. Un point à prendre. On venait d'en prendre 13 sur 14. Qu'est-ce qui se dit comment sont les joueurs dans le vestiaire après le match Bulgarie à Paris? C'est l'effondrement, c'est un séisme, quoi. Le vestiaire est complètement dévasté. Mais Alain Roche le dit bien. C'est un peu comme le coup de... C'est pas les mêmes ingrédients, mais le coup de Platini qui dit aux joueurs, faites-vous plaisir. Et là, on arrive au premier match. Avant le match contre Israël, les journalistes arrivent pour les conférences de presse à Clairefontaine. Ils ne parlent même pas du match. Ils disent, qu'est-ce que vous savez des États-Unis? Si vous aviez à passer vos vacances, ce serait la Californie ou la Floride. Qu'est-ce que vous connaissez du jazz, de Mike Davis et compagnie? Puis contre la Bulgarie, on passe Jodassin, l'Amérique de Jodassin. Enfin, on se prépare déjà. Oui, mais ça, c'est pas la fête, c'est la programmation. Non, mais c'est vrai, voilà, il y avait toute une espèce de petite musique insidieuse qui nous propulsait déjà là-bas, et on est passé à côté. La Bulgarie, c'était terrible parce que moi, j'avais 5 ans, je me rappelle. Pour te dire, je me rappelle que j'ai parce qu'à la maison, on a pleuré parce que la France n'était pas qualifiée. Mon père était mal, et je me rappelle très bien. Donc c'est un souvenir. Elle était tellement belle cette Coupe du Monde en plus. Aux États-Unis, ça faisait rêver, c'était magnifique. Moi, c'est ce double échec
Israël-Bulgarie, c'est le plus gros traumatisme de mes 30 ans d'équipe de France. Alors il faut malheureusement avancer, mais il faut absolument que nos auditeurs achètent ce livre et le lisent, parce que c'est absolument passionnant quand on aime le foot, quand on aime l'histoire du foot. Il y a par exemple, je ne peux pas vous faire réagir à cette histoire-là, mais c'est intéressant, c'est que le match contre Israël, le match c'est le match retour, en fait il y a une minute de silence qui est respectée, on est juste après la mort d'Yitzhak Rabin, oui, ils disent que c'est un moment qui est vraiment très très fort. Très poignant. Il y a aussi une visite je crois, au mémorial de Caen. Le mémorial de la paix à Caen. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes, mais on est obligé de passer, on arrive donc à l'ère Jacquet. Alors il y a un point, alors on va pas parler de 98 tout de suite parce qu'on aura un peu le temps tout à l'heure, mais il y a un point qui m'a fasciné moi, c'est la discussion entre Aimé Jacquet et Eric Cantona sur le rôle que pourrait jouer l'attaquant de Manchester dans cette équipe de France. Et moi je découvre que finalement c'est pas Aimé Jacquet le responsable. C'est absolument. C'est l'équipe de France avait fait des qualifications laborieuses pour l'Euro 96. Elle s'en était sortie après avoir frôlé le précipice plus d'une fois. Aimé Jacquet avait trouvé avec Youri Djorkaeff et Zizou une animation offensive qui lui convenait, mais il savait bien qu'il fallait qu'il trouve une pointe quand même, au moins une, sinon deux. Donc il va voir Eric Cantona qui venait d'être transféré, il habitait encore à Leeds je crois à l'époque, et il lui dit écoute Eric, il y a Youri et Zizou pour l'animation, mais il me faut un 9, je pense que tu peux être ce numéro 9 et Eric réfléchit et lui dit « Coach, je ne suis pas neuf, j'ai besoin de bouger. » Il dit « Je ne te demande pas de rester pour piquer à la pointe de la table. Tu auras une liberté. » Non, j'ai besoin de liberté. Et donc, Eric a dit non. C'est incroyable. Et donc on a eu Stéphane Guivard. auto-exclu. T'avais pas Guivard. Il s'est auto-exclu. Non mais juste parce que moi je l'ai lu ce bouquin, il est incroyable. Philippe, je le connais un petit peu parce qu'on a failli travailler ensemble. C'est quelqu'un de formidable. Vraiment, je le dis ça et je le pense vraiment. C'est quelqu'un de formidable. Et j'ai lu ce bouquin et j'ai eu les frissons quelquefois, Philippe, notamment sur une histoire sur la prophétie d'Aimé Jacquet. En 2018. Ça fout les frissons quand tu la lis. Quand il pense à faire le match, à quel moment on va faire le match pour les 20 ans de 98, et que Aimé Jacquet, cette histoire, elle est incroyable. On est en décembre, on est en 2017, on a la réunion annuelle dans notre petit club France 98. Il y avait 15 ou 16 joueurs, il y avait Zizou était là, Laurent Blanc, Dugarry, Pires, et à peu près tout le staff. Et on veut l'état des finances, les projets, là-bas veut qu'on aille en Guyane faire un tour, bon ok, et puis on dit attendez les gars, au 2018 c'est le 20e anniversaire de la victoire de 98, qu'est-ce qu'on fait? On fait un match, un petit tournoi en salle pépère? Non, on fait un vrai match, mais la date, quand? Alors on regarde le calendrier, la Coupe du Monde commence le 10 juin, donc il faut la faire avant si on veut avoir Didier, mais avant il y a la préparation, ça fait le mois d'avril, ah non c'est pas possible, pour ci, pour ça. Et on tombe d'accord à peu près tous pour dire bon on fera ça la finale de la Coupe du Monde, c'est du 15 juillet 2018. On va faire ça le 18-20 juillet. Et à ce moment-là, il y a Aimé Jacquet qui demande la parole, il dit mais où vous allez les gars, vous êtes pas bien là? Alors, on dit, mais si coach, ça va, on est bien. Mais vous rendez pas compte qu'on sera en train de fêter la victoire de Didier Deschamps, parce que je vous le dis, écoutez-moi bien, il avait cette formule Aimé, écoutez-moi bien. Didier va nous ramener la Coupe du Monde. Oui, peut-être, mais si, moi je vous le dis, j'en suis sûr. Voilà. Au mois de décembre 2017, Aimé Jacquet a affiché ouvertement devant notre petit club de France 98. C'est pas sa conviction, c'est sa certitude que Didier Deschamps allait nous ramener la 2e étoile. Alors c'est à lire dans La Vie en Bleu. Vous savez, on aime beaucoup les livres dans Classico, mais on aime aussi beaucoup les revues. Je salue maintenant Tristan Boissier. Bonsoir Tristan. Alors, on ne vous entend pas très très bien, Tristan. Est-ce que vous nous entendez déjà, pour démarrer? Moi, je vous entends très bien. Bonsoir Tristan, vous êtes le directeur de la publication du magazine Caviar, que je montre à la caméra devant moi. Avant de parler de votre dernier numéro, Tristan Boissier, un mot sur votre magazine entre France Football, 11 Mondial ou encore SoFoot. Quelle place trouve Caviar parmi toutes les publications autour du monde du football aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines et de revues. Sur le foot, nous, on trouve notre place vraiment en prenant un axe plutôt culturel, politique, là où, on va dire que France Football, en sortant avant chaque semaine, maintenant chaque mois,
traite davantage de l'actualité. J'ai oublié de citer les cahiers du football aussi, peut-être qui. Ouais, bien sûr, les cahiers des amis. Voilà, nous on va plutôt traiter des thèmes, on va dire thématiques tous les 3 mois, donc voilà, avec une revue trimestrielle, en allant vraiment au fond des sujets qu'on choisit. Donc on est forcément un peu plus déconnecté de l'actualité, là où même SoFoot, par exemple, reste quand même très lié à l'actu. Alors c'est vraiment une belle revue, et je vous en félicite. À la une, ce mois-ci, enfin ce trimestre plutôt, E égale MC 442, à la une de ce nouveau numéro de Caviar. En plus, le graphisme en plus et les illustrations graphiques sont très bien choisies. Est-ce que vous avez l'impression que l'abondance de data finalement a tendance à détruire l'analyse pure et classique des matchs aujourd'hui ? Alors c'est vraiment ce qu'on essaie de développer. On comprend qu'en fait il y a de tout, c'est-à-dire que voilà, il y a parfois en effet cette destruction. Mais il y a aussi un vrai apport, c'est-à-dire qu'on a 2 écoles. On a la nouvelle école qui, on va dire, l'utilise à bon escient selon eux, en vraiment maximisant les données, en essayant de comprendre le sport autrement que par le ressenti subjectif. Et puis on a forcément aussi les fervents défenseurs du monde d'avant, pour reprendre l'expression tendance, où le sport c'est aussi beaucoup de subjectif et de ressenti. Et du coup voilà, c'est vraiment une alliance des deux. Après moi, pour un avis personnel, c'est vrai que on tombe un petit peu dans un foot aseptisé parfois, mais la data en elle-même n'est pas forcément la responsable de cette aseptisation. Il y a pas mal d'autres choses liées au business et au football qui a énormément évolué depuis quelques années. Tristan, il y a mais plusieurs la data en elle-même, voilà. Il y a plusieurs belles interviews dans ce numéro, notamment celle d'un adepte de la data et de la science du jeu, Christian Gourcuff. Comment il mêle, ou en tout cas il mêlait peut-être à la fois l'analyse des données et ce qu'il met en avant comme étant le regard nécessaire du technicien du football ? C'est vrai que ça a peut-être pas forcément plu au président Kita, toutes ces données, mais voilà, Christian Gourcuff, c'est vrai que c'est un mathématicien qui voilà, justement nous a expliqué que pour lui, en plus il est mathématicien, mais c'était vraiment les données sont vraiment un autre regard, là où forcément lui il va être limité. La vidéo et l'analyse, ça apporte quelque chose en plus, vraiment. Une dernière question, Tristan Boissier. Alors, on a des techniciens qui interviennent comme Christian Gourcuff, mais vous avez aussi des politiques, un politique, puisque Cédric Villani, grand mathématicien. Alors, je ne sais pas s'il est forcément adepte du football, je ne crois pas. Pas du tout. Moi, je l'ai interviewé, il n'est pas du tout adepte du foot. Comment vous avez eu l'idée de vous tourner vers lui pour ce dossier ? C'est un petit peu dans la ligne édito de Caviar, de ce qu'on souhaite développer, c'est-à-dire qu'on parle de football, mais de plein d'autres choses, et on essaye dans chaque édition de justement aller à la rencontre de quelqu'un qui, au premier abord, est vraiment extérieur à tout ça. Donc c'est vrai que Cédric Villani et le football, ça fait pas d'eux du tout. Et voilà, du coup, on a pu discuter avec lui. Lui, il est plutôt ping-pong, mais justement, c'était super intéressant de pouvoir avoir un regard d'un mathématicien comme lui sur le football et le sport en général. Et ça traduit vraiment la ligne éditoriale de Caviar, où on parle de football, mais aussi énormément de plein d'autres choses. Caviar, une très belle revue consacrée au football. Merci beaucoup, Tristan Boissier. Comment on peut se procurer Caviar, que je remontre à nouveau à ceux qui nous regardent sur YouTube et Facebook? Alors, le plus simple en ce moment vis-à-vis de la crise sanitaire, c'est de passer par notre boutique. Donc, on a un site internet, caviarmagazine.fr, et ensuite, c'est très facile et c'est livré dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, Tristan, et à très bientôt. Merci à vous. Bye. Messi golpea contra el mundo. Leo Messi acaba di mettere un gol stratosferico. 1 contro 1, entrare dentro al campo Leao, pennellare per Zlatan. E subito Rafa Leao per Zlatan Ibrahimovic. Il copione l'abbiamo già visto, ma ci piace tantissimo. Il n'a pas marqué, mais je me suis régalé à trouver des commentaires en VO en Angleterre, en Italie et en Espagne. Un petit tour d'Europe, messieurs. Il nous reste quelques minutes et on a un quiz. Je veux gagner le livre de Philippe Tournon. Devant Philippe Tournon. Arsenal-Manchester City, nouvelle victoire des Citizens. Je crois que c'est la 17e ou 18e victoire consécutive, toute compétition confondue de l'équipe de Guardiola. Ils ont 10 points d'avance. Voilà, c'est United. Qui a gagné, hein.
Ouais, bien sûr. Je crois que c'est la plus belle équipe d'Europe en ce moment. Moi, si je dois un match que j'aimerais bien voir en Ligue des Champions, c'est PSG Manchester City. En finale, c'est un club qui joue magnifiquement bien. Il y a rien à dire. Et Arsenal, c'était mieux. Ouais. Bon, on peut pas les juger. C'est triste parce que tu te dis qu'Arteta aurait mieux fait de rester adjoint de Guardiola hier. Il apprend, mais en tout cas, Arsenal, il les avait remis sur les bons rails là dernièrement. C'était mieux. Ouais. Mais hier, c'était pas un grand match déjà. Et puis voilà, une fois que Man City avait marqué, c'était fini. Quand tu vois City et Guardiola, tu te dis qu'il a tellement changé du tout au tout Guardiola entre cette saison et celle de l'année dernière. Il a su s'adapter. Il y a plus de stars dans son équipe. Il y a des stars, hein, parce que je veux dire, c'est vraiment. Il n'est toujours pas rentré. Voilà, mais c'est vraiment le collectif. C'est formidable à voir. C'est sublime, vraiment. Ouais, vraiment. Magnifique. Nouvelle défaite de Liverpool dans le derby la Mersey contre Everton 2-0. Qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Je sais pas ce qui tombe par rond, mais c'est l'ère une certaine air Klopp. Moi je pense. Bon, après je me fais insulter. Tu t'es fait insulter la semaine dernière par Vincent Duluc. Je sais. Ça devrait quand même te servir. Je plaisante, mais non, je crois pas. Il faut changer. Ça tourne pas rond en ce moment. Je crois qu'il faut faire le tour. Il gagne en Ligue des Champions en plus. Il faut arrêter les clopes. Non, ils ont toujours leurs problèmes défensifs. Peut-être que quand il va être réglé avec leur défenseur qui va en revenir et Van Dijk notamment. Il y a encore un blessé. Il y a un milieu de terrain dont j'ai oublié le nom. Je me rappelle blessé encore. Mais tu peux pas jouer. Enfin voilà, tu peux pas jouer avec Henderson derrière ou même parfois avec Fabinho. Tu peux pas. Il faut des vrais défensifs. C'est que quand ils vont revenir, ça ira mieux peut-être. Il a fait le choix inverse de l'année dernière. L'année dernière, il s'est concentré sur le championnat. Cette année, je pense qu'il s'est concentré sur la Ligue des Champions. Il veut gagner la Ligue des Champions. Comme Paris. Une année chaque fois. Milan-Inter, on termine ce tour de. Philippe, Milan-Inter, victoire des joueurs de Conte, 3-0. Et le match était soi-disant sur le terre-banc. Milan, il n'y a pas d'un Michel extérieur. Oui, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Je pense que le Milan AC va être champion d'Italie quand même. Malgré tout Je pense. Et le Paris, Non, mais un petit mot, juste Lukaku, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quelqu'un qui est. On n'en parle pas assez de ce joueur. Il est quand même très impressionnant. On parle toujours des mêmes, des Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappé, Zlatan. On parle beaucoup de Zlatan. Mais Lukaku, il est vraiment impressionnant. Il est impressionnant. Messieurs, on va rejoindre maintenant Kevin Vessière, journaliste à Ouest France et excellent animateur du blog et site FC Géopolitique. Bonjour Kevin. Bonjour, merci de l'invitation. Kevin, on vous rejoint pour discuter, il nous reste peu de temps malgré tout, mais c'est extrêmement important d'en parler. L'organisation de l'Euro 2021 cet été est encore en discussion. En début de semaine dernière, Israël s'est proposé pour organiser certains matchs. Et hier, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui se propose carrément d'accueillir toutes les rencontres. Comment ça peut s'organiser cet Euro dont les capitales vont tourner cet été? En fait, déjà, la particularité de l'Euro 2020, maintenant 2021, c'est qu'il va avoir lieu dans 12 villes à la base. C'est le projet de Platini de faire une ouverture sur l'Europe. Ça tombe mal. Et compte tenu de la situation sanitaire, va y avoir ce sera, je pense, très compliqué de maintenir ça dans 12 villes et 12 pays différents parce qu'il faudra 12 protocoles différents. Donc l'UEFA cherche un peu une solution. Donc pourquoi pas un ou plusieurs pays pour accueillir sa compétition. Et donc là, c'est les pays qui sont le plus avancés sur leur vaccination de leur population qui proposent d'accueillir cette compétition. Donc il y a eu effectivement Israël, là il y a eu le Royaume-Uni. Ouais. Mais c'est vrai que Israël s'est positionné pour à la fois être dans le viseur de cette compétition sportive et en plus pour montrer que leur politique vaccinale fonctionne, donc ils pourront être les premiers à réaccueillir des grands événements sportifs. Selon vous, Kevin, Israël a des chances d'organiser quelques-uns de ces matchs? Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas en organiser en tout cas, parce que Israël fait partie de l'UEFA, c'est une compétition de l'UEFA, donc il pourrait tout à fait avoir dans quelles conditions ça pourrait se faire, mais Philippe Tournon, partie de l'UEFA, je pense que ça pourrait se faire. Effectivement, compte tenu de l'avancée des vaccinations là-bas, c'est un candidat tout à fait crédible. Et il y a peu de pays qui peuvent se prévaloir aujourd'hui d'une capacité d'accueil par rapport au vaccin. Merci beaucoup Kevin Vessière. C'est ouf. Ouais. Merci. Et à très bientôt dans Classico. Merci de l'invitation. Messieurs, il nous reste 1 minute. L'heure du quiz ça me suffit pour gagner. Musique, maestro. Let's get ready to rumble. Messieurs, vous allez devoir me donner les victimes en Ligue des Champions de messieurs Mbappé et Haaland, qui ont signé peut-être au Real Madrid cet été. Je vous préviens, il n'y a pas l'OM dans cette liste. Tu veux dire victimes contre qui ils ont marqué? Évidemment. D'accord. Vous avez droit à 2 erreurs, il ne nous reste même pas 1 minute, donc même pas, je pense. Et la troisième, vous payerez le prochain apéro. C'est parti, Alex. Porto.
Barcelone. Attendez, il faut que je... Non, mais je ne joue pas. Non. Alors, mais c'est sûr. Je ne suis pas l'actualité d'assez près pour me mêler à votre Porto. départ. J'ai dit Porto, moi. Oui, Barcelone. Barcelone, c'est bon. Y a Porto, je ne le vois pas. Attends, tu veux dire qu'ils ont marqué les deux en même temps? Non. Ah oui, là, un. Porto, il n'y a pas. Ah, attends, à chaque fois. Oui. Ah, pardon, bah, United, Manchester. Oui. City. Oui. Évidemment. Ah là, le Paris, mec, c'est fini. Paris. Oui. Ouais, bravo. Et écoute. Attention. Hein, laisse-moi 2 secondes. Ah, mais non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Liverpool. Non. Liverpool. Mbappé, il a pour marqué. Haaland. Pour Alex Haaland. par KO. Pour Haaland. Victoire d'Alex. Il a pas volé. Victoire d'Alex. C'est un triomphe. C'est un sac. Philippe. C'est un sac. Merci beaucoup Philippe Toron d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir. Un réel plaisir de vous accueillir. Je rappelle le titre de votre livre. Non. Fantastique, La vie en bleu paru chez Albin Michel. C'est absolument un régal. Merci à tous et à toutes de votre fidélité à Classico. Classico qui reviendra lundi à 21h. Vous pouvez nous retrouver sur radioj.fr et en podcast et sur notre page YouTube en vidéo. Likez, partagez, commentez, ajoutez des likes. C'est très important pour le référencement, pas vrai Alex? Bien sûr. Dites Alex, je t'aime. Alex, t'es trop beau. Très Dites-le, ça lui fait important. plaisir. Merci à vous. La soirée continue en compagnie de notre ami Avner Azoulay pour le festival oriental. Vive le foot, à lundi prochain.